satisfait ma fille et ma femme, c'est ça. La sieste avec le chat. Donc du coup, tu vois, oui, on se fait du coup, dans les stands. Le sujet qui nous préoccupe en ce moment, c'est la disparition pour tout un tas de filières de solutions de protection des cultures. Oui. Parce que bon, même si il y a des recherches qui sont en cours, même s'il y a des idées d'innovation, tout ça, ça prend du temps. Et il y a en même temps le retrait d'énormément de solutions de protection chimique qui sont retirées. Et il y a des ruptures en fait entre l'arrivée de l'innovation et le retrait des solutions. Et des ruptures de temps, des ruptures de mise en action. Voilà. Donc qui pénalisent les producteurs, la production. Alors exactement. Et donc on a toute une série de filières maintenant qui sont à risque, qui risquent de... en évoquer une ou deux. Alors en ce moment on a beaucoup parlé de la production de semences de trèfle par exemple en France, qui en fait était une activité traditionnelle française et qui est en fait en train de partir parce que il n'y a plus de solution de protection de ces productions de semences de trèfle. La même chose avec les radis, la même chose avec les cerises, la même chose avec les noisettes, la même chose avec les endives, etc. Et donc on voit toutes ces filières. Alors on parle beaucoup d'autonomie, de souveraineté alimentaire. C'est vrai, on l'entend. Ça sera difficile si on n'a pas les cultures chez nous quand même. Donc, alors ces solutions sont de quel type aujourd'hui? Vers quoi il faut tendre et réfléchir? Alors, tout le monde est d'accord pour dire que de toute façon, il n'y a jamais une solution unique. C'est-à-dire que c'est une combinaison de solutions qui va permettre de sortir de l'ornière. Ces combinaisons de solutions, elles intègrent de l'agronomie, bien évidemment, c'est la base de tout. Elles intègrent des techniques de machinisme. On parle du désherbage, par exemple, on voit bien qu'il y a tout un tas de cultures. On est en train, le biocontrôle n'assurera pas le désherbage. Et donc il faut des machines, il faut des outils qui permettent de remplacer les herbicides. Et puis alors après, il y a d'autres techniques comme toute la technique de biocontrôle pour la lutte contre les insectes ou la lutte contre certaines maladies. Il y a bien évidemment la résistance variétale, mais tout ça, ça demande du temps. Et d'organiser tout ça, de le faire adopter par les agriculteurs, ça demande beaucoup de temps. Et malheureusement, on est dans cette rupture où les solutions disparaissent,
les solutions actuelles disparaissent sans avoir le remplacement immédiat. Et ça, c'est une situation dramatique qui remet un certain nombre de filières en cause. Alors vous êtes un peu lanceur d'alerte aujourd'hui pour qu'il y ait des solutions, je dirais, rapidement engagées, qu'on puisse avoir un planning, je dirais une visibilité sur les prochains mois, les prochaines années. Alors tout à fait, il faut une anticipation, ça c'est très important. On sait qu'il y a des molécules qui vont arriver en fin de course parce que soit elles sont atteintes par des problèmes de résistance, soit voilà, les critères ont changé et ont besoin d'être renouvelés. Donc ça, on sait qu'elles vont disparaître. On sait ce qui va arriver, grosso modo. Et actuellement, il n'y a plus de nouvelles molécules autorisées en France. Donc on sait que la chimie, d'une manière générale, va baisser. Donc il faut avoir une anticipation sur quelles sont les méthodes que l'on peut mettre en œuvre pour rassurer les producteurs et pour que les filières se maintiennent. On a vu la crise de la betterave avec les néonicotinoïdes. Et donc on voit bien que là on n'a pas de solution pour l'instant vraiment claire qui se dégage, même s'il y a des pistes intéressantes. Et donc on a une phase de transition. Si cette année on a une grosse année à plus sur les betteraves, ça va être la catastrophe comme on l'a eu en 2020 où on a perdu 30% de la production. Donc on voit au sein de l'Académie d'agriculture de France, là, vous veillez, on va dire, c'est une réunion de sages, ça c'est important, pour qu'on vous écoute certainement un peu plus, vous intégrez dans des circuits là aussi prévisionnels et de décision. Alors tout à fait, nous ce qui nous intéresse c'est de, comme tu l'as dit, c'est d'être un peu lanceur d'alerte, mais on n'est pas tout seul. Les premiers lanceurs d'alerte ce sont les agriculteurs. On est bien d'accord, oui. Mais de les accompagner dans cette inquiétude, essayer de voir quelles sont les solutions possibles avec leurs avantages, leurs inconvénients, et participer à la discussion nationale sur vraiment cette crise qu'on est en train de vivre et qui malheureusement, je crains, va encore durer pendant une petite dizaine d'années. On n'a pas fini d'échanger, mon cher André, mais en tout cas, continuons, comme on dit, le débat, et en espérant finalement que des solutions soient vite trouvées, proposées et mises en action. Voilà, il y va de notre souveraineté alimentaire. Merci André. Producteurs de semences et de très belles semences. On a vraiment des très beaux semenciers avec des semences de qualité, que ce soit céréales, des semences florales ou des semences maraîchères. Donc oui, la France est un très gros producteur et ce qui fait le plus de la France, je ne vais pas refléter la chemise des agriculteurs, mais par savoir-faire, c'est capital. Mais les zones de production des semences et les zones de production des plantes peuvent être différentes. Je vous prends deux exemples. Un exemple, betterave à sucre. Là, on est en Île-de-France, vous savez bien que la production des betteraves à sucre est dans le nord. Mais la production, c'est pas le nord de l'Île-de-France, mais par contre, la production des semences de betteraves se fait dans le sud. Si je prends des semences, je vais prendre du colza. Production de colza, vous savez très bien, alors c'est pareil, Île-de-France, pour ceux qui se promènent, il y a beaucoup de champs, fleuris jaunes, tout ça, donc la production se fait en France. Et c'est souvent des fois des semences d'intérêt alimentaire. Mais par contre, les semences de colza, les producteurs, comme je vais dire Ringo, je ne vais pas leur faire de publicité, mais il y a certains producteurs qui sont bien spécifiques selon les espèces, souvent dans des productions dans le sud de la France. Et on va dire à mi-course, pas trop dans le nord. Et là, la qualité des semences dépend des conditions climatiques, du développement sur la plante. Donc, du colza qui est produit
que génétiquement, on peut modifier une semence pour la préserver d'un ravageur? Est-ce que c'est quelque chose qui existe? Oui, ça existe. Alors, il y a deux choses. Mais vous m'avez dit génétiquement. Oui. Donc là, on va aller plus d'une orientation plus d'OGM, où il peut avoir résistance à certains pathogènes. Mais sinon, on peut aussi avoir des techniques de production sans OGM qui vous permettent d'avoir des résistances. Comme, par exemple? Je vais vous dire, je reprends le colza, le poids. Il y a des fois pas mal de problèmes sur le poids. Mais là, c'est toute la technologie agricole. Là, moi, je me retrouve plus dans ma casquette de physiologiste. D'accord, c'est moins votre domaine, celui-ci. Tout à l'heure, on parlait de quelque chose que moi, je trouvais être peut-être une mode ou peut-être une nouvelle vague. Il y a beaucoup de boulangers qui utilisent d'anciennes variétés de farine. Et je vous posais la question, quel est l'intérêt pour un boulanger, mais quel est l'intérêt aussi pour des consommateurs, de soudainement se mettre à consommer de la semence ancienne? Alors, je vais dire deux réponses. Première réponse, les semences anciennes. Les semences anciennes, là je reste au niveau de l'agriculteur qui doit avoir une sortie pour vendre ses semences. Donc c'est toute une filière un peu particulière. Pour maintenant le consommateur. Alors, je vais dire qu'il y a quand même une mode. Après, ça dépend si vous supportez, si vous ne supportez pas le gluten. Donc, vous avez des qualités de pain différentes. Et c'est vrai que ce taux de gluten est important pour la texture du pain, pour sa conservation aussi. Et souvent, d'ailleurs, pour ceux qui aiment ces pains un peu originaux, il y a des mélanges de graines, souvent. Même sur des baguettes type tradition, on va vous dire une tradition à graines ou pas. Et là, après, c'est un choix personnel et puis un choix de santé. Mais donc, voilà, mélanger des semences et faire un ajout de semences anciennes permet de réduire, par exemple, le gluten dans la production de pain pour certains boulangers. Qu'est-ce que je voulais vous demander? Est-ce que nous sommes de gros producteurs de semences et est-ce que nous sommes des exportateurs de semences? Oui. Alors je suis désolée, les chiffres, les chiffres, pas grave. Mais la France est un très gros exportateur. C'est pour ça que la filière semencière, elle est capitale en France. Elle fait vivre des semenciers. Après, il y a une bagarre des fois entre semenciers et les autres acteurs. Mais la France est connue pour la qualité de sa production. Donc on est des gros producteurs. Donc il y a de toute façon un bel avenir pour les semenciers, parce que sans semenciers, il n'y a pas d'agriculture, mais ils auront toujours du travail, les semenciers. Mais comment elle se porte, la filière des semenciers? La filière des semenciers, tout dépend des semences. Mais je crois que là, tout le monde en est au courant. Les céréaliers, ça se porte quand même pas mal. Est-ce que, par exemple, la guerre en Ukraine a changé un petit peu le marché et les flux? Est-ce que... Alors, je ne peux pas vous dire sur le plan économique, mais oui, regardez l'Égypte qui n'a plus de céréales. Mais le climat, pas simplement la guerre. Mais... C'est pas un problème de production, c'est un problème de politique. Et tout à l'heure, vous me parlez de biodiversité, je trouve qu'on n'en a pas suffisamment parlé. Avoir une diversité de semences, ça permet d'avoir une diversité d'insectes aussi. Oui. Alors, je dirais... Allez, les insectes s'adaptent quand même très bien aux plantes que l'on a, mais on a des techniques agricoles quand même, et vous devez, quand vous vous baladez, il y a des tas de surfaces fleuries pour améliorer justement et changer cette biodiversité. Les fameuses prairies plantées, oui, ce genre de choses. Et ça marche très bien. J'utilise aussi les agriculteurs, on en voit. On en voit pas mal. Et entre autres, dans des
zone de, je veux dire, de jachère. Après, c'est le choix de l'agriculteur qui peut dire, ben, allez, moi je laisse cette surface-là pour... Et c'est capital dans l'équilibre, justement. Et on ne devrait pas dire pathogènes, hein, mais les insectes, parce qu'il y a ceux qui sont vraiment importants, voilà, et puis les autres moins. Et au même titre, il y a certaines variétés de plantes qui permettent par exemple de recharger le sol en azote, comme les semences de légumineuses. Enfin, il y a des choses à faire aussi en termes d'éco-durabilité avec la rotation et les semences. Est-ce que dans le public, quelqu'un a des questions à poser sur les semences, monsieur? Merci beaucoup, madame. Il faut bien coller le micro. Merci beaucoup, madame, pour cette conversation très intéressante. J'avais juste une question. Est-ce que dans le pourcentage des semences pour des produits alimentaires, il y a beaucoup d'OGM? Aucun? Non, j'ai ma collègue qui, elle, est spécialiste. Oui. Mais nous, notre filière n'accepte pas. Merci. Moi, en parlant d'OGM et un peu de génétique, j'ai entendu, alors je veux savoir si c'est un lieu commun, une fausse. Déjà tout à l'heure, vous me parliez que sur une marque bien particulière pour les jardiniers amateurs, on conserve les graines dans des papiers aluminium, et ça c'est pour éviter l'entrée d'humidité dans les paquets. Donc moi j'ai appris en plus quelque chose parce que je l'ignorais, mais j'ai entendu dire que certaines graines étaient stériles pour justement que le consommateur doive acheter de nouvelles graines chaque année. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Est-ce qu'une graine c'est stérile parfois? Ça peut être stérile, mais c'est pas le... Allez, honnêtement, c'est pas le but. Il y a eu beaucoup de discussions concernant le blé hybride. Mais c'est vrai que on rachète ces blés hybrides. Mais non, les semenciers ne sont pas suffisamment tordus pour faire des graines stériles. Parce qu'après, il faut les trier, vos graines. D'accord. Il y a tout le process, il ne faut pas l'oublier. Je disais peut-être que génétiquement, quand j'avais entendu parler de ça, je me suis dit peut-être qu'on crée des graines stériles pour forcer le consommateur à en racheter, mais pour vous, ça n'existe pas. Donc voilà, me voilà rassuré sur ce point. En tant que jardinier amateur, tout à l'heure vous disiez, par exemple en agroforesterie, que en forêt, on va récolter par exemple les meilleures châtaignes sous le plus beau châtaignier pour avoir de beaux châtaigniers. Ça veut dire que chez nous, on peut faire ça. Si j'ai un très beau potimarron, si je récolte les graines de ce beau potimarron, j'ai plus de chances l'année suivante d'avoir des beaux potimarrons. Oui. Bah, les jardiniers amateurs, ils font tous ça. Et ils récoltent leurs graines, ils les déshydratent. Oui, c'est ce qu'on appelle les semences qui peuvent être de ferme. Par contre, parce que vous me posez la question, il y a un phénomène excessivement important et qui se développe beaucoup en agriculture, c'est que quand je parle de céréales, vous avez un champ énorme, de la variété Z, de blé par exemple. Mais il est intéressant d'avoir une production sur la même surface, mais en mélange de variétés. Et on a de bons résultats, et entre autres liés à la résistance à certains pathogènes. C'est-à-dire que certaines variétés vont aider les autres variétés un peu plus fragiles? Schématiquement, oui. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a une autre question à poser à Françoise? Moi, je vais bien poser une question désolé, j'insiste un peu sur cette histoire de graines stériles, mais pas tout à fait. C'est que je ne parle pas nécessairement de la France, mais tout à l'heure sur le centre de France Agrinaire, on interviewé quelqu'un qui était spécialiste, qui travaille en Inde. Et en fait, pareil, il y a eu des articles là-dessus. Je voulais avoir votre point de vue dessus sur le fait qu'on crée des graines qui vont, certains semenciers, on ne nommera pas, créeraient des graines qui sont dépendantes de certains produits qui sont aussi créés par les mêmes semenciers avec des plantes qui à terme vont être dépendants à ces produits chimiques. Est-ce que c'est une réalité ça ou pas du tout? Je ne vais pas vous dire c'est faux, mais
honnêtement, le semencier n'a pas intérêt à faire ça. Et les semences de qualité, alors si ils ont des semences stériles, dites-vous bien que... C'est pas nécessairement sur la stérilité, c'est sur le fait que, par exemple, ça va être des graines qui vont créer des plantes qui vont être plus soumises à certaines maladies ou à certains rongeurs ou à certains. Et en fait, du coup, créer des espèces qui vont être dépendantes de d'autres produits de l'agro-industrie, en fait. Et qui, enfin, en gros, qui... Je sais pas si c'est clair ce que je veux. Moi, je... Pardon, monsieur. Donc, monsieur Broll, oui. C'est que si vous faites du maïs hybride pour le protéger de certaines maladies, si vous prenez les grains du maïs que vous avez récolté, vous ne pouvez pas les replanter parce que ça ne produira rien. Un peu comme le blé hybride dont je vous parlais. Oui, mais parce que l'obtention de ces hybrides est très particulière. Et alors que si je prends du blé classique, pas hybride, classique, vous regarderez, parce que là, au printemps, ça va se développer, mais il n'y a pas besoin de croisement. Le croisement se fait à l'intérieur de l'épi. Donc, je dirais à la limite, même s'il n'y avait pas d'insectes, ça marche. Donc, ça marche bien. Vraiment. C'est-à-dire que certaines sont pollinisées par le vent, c'est ça? On parle de pollinisation, là? Pas forcément. Pour les céréales, c'est pas grave. Par contre, pour le colza, oui. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre question pour Françoise? Messieurs, dames. Et pour les plus jeunes, il n'y a pas de question bête. Moi, j'ai une autre question sinon, mais parce que pareil, quand on parle de semences qu'on reproduit, il y a une forme d'uniformisation des semences. On sait que parfois, ce qui crée la résilience des espèces, c'est justement l'hétérogénéité, le fait qu'elles soient très diverses. Est-ce que le fait d'uniformiser les semences, on n'a pas plus de pertes aussi Non, parce que je vais prendre le colza. Je connais bien le colza. Le colza, quand vous récoltez le colza, dans les containers, mettez votre main et puis regardez. C'est très hétérogène. Vous le voyez homogène et heureusement, de toute manière, obligatoirement, regardez la floraison d'un colza. Au sens large. Je le ferai, je vais rester devant un colza comme ça. Il y a des floraisons, on va dire, au jour J. Une autre floraison J plus 10 par exemple. Mais ce qui veut dire quand vous allez récolter vos semences, elles n'ont pas le même âge. Il y a celles qui proviennent des premières fleurs, de deuxième fleurs, et ainsi de suite. Donc quand vous récoltez tout ça, ça n'a pas la même qualité. Le semencier, il ne peut pas vous mettre ça dans un seau et vendre. Il va trier, il va calibrer et il va avoir quelque chose de très homogène. Mais dans la nature, la plante, elle vous fait des choses très hétérogènes, ce qui est très bien pour elle d'ailleurs. Et j'ai une question en termes de calibrage, puisqu'on en parle, le semencier va conserver certains types de ces graines qui ont une certaine forme, une certaine grosseur. Le reste, il en fait quoi? Alors le reste, généralement, il jette. Ça part à la poubelle, ça peut pas partir en nourriture animale ou est-ce que... Ah oui, quand je dis jette... Oui, il y a de la revalorisation, mais qui ne va pas faire partie de la semence. Voilà. Mais, voilà, en règle générale, toute la production du semencier est utilisée. Parce que, par exemple, si vous prenez... Qu'est-ce que je vais vous prendre? Tiens, des semences d'endives. Les semences d'endives, elles sont intéressantes parce que les enveloppes sont riches en composés secondaires que les vendeurs de cosmétiques adorent. Donc, ces semences ne sont pas utilisées pour le semis, c'est utilisé en produits scolaires. Voilà, exactement. Il y a plein d'autres exemples, mais... Je ne savais pas qu'on se tartinait de crème d'endive, moi. Tu vois. C'est quand même mieux. Messieurs, dames, peut-être une dernière question pour Françoise. Non, il n'y a pas une question qui vous brûle les lèvres sur les graines et les semences. Mais écoutez, est-ce qu'on peut dire que quand on a de belles semences et de belles graines, on a une belle agriculture? Ah oui. Bon. Oui, alors, on va finir là-dessus et je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour François. Merci beaucoup.
avis là-dessus? Bonjour. Vous êtes membre de l'Académie d'agriculture de France et également président de France Miscanthus. Donc, vous allez expliquer à nos auditeurs ce qu'est le Miscanthus. Alors, le Miscanthus est une plante pérenne qu'on plante une fois et qui produira pendant 20 à 25 ans. C'est une plante qui ne nécessite pas d'intrants, c'est-à-dire pas d'engrais, pas de produits phyto. Il y a un désherbage simplement à prévoir la première année. Et ensuite, on produit de la biomasse à partir de la deuxième, troisième année sur une quantité de l'ordre de 10 à 15 tonnes de matière sèche hectare. Voilà. Alors l'essentiel des zones de production, actuellement nous atteignons 11 000 hectares de Miscanthus en France. L'essentiel se trouve plutôt nord-Loire, mais on assiste à une descente vers le sud-ouest. Le sud-ouest maintenant compte 1 millier d'hectares de Miscanthus. Ça s'est développé depuis 5 ans. C'est une plante qui est en plein développement puisque les surfaces ont doublé au cours des 5 dernières années. Alors l'utilisation, c'était au départ essentiellement pour du chauffage, pour des chaudières. Et puis finalement, on a des débouchés maintenant complètement différents. À 50% des débouchés, eh bien, c'est de la litière animale pour les bovins ou pour l'aviculture. Et 25% c'est pour le paillage horticole, c'est-à-dire pour tout ce qui est donc massif, ornemental, etc. Mais également vigne. On démarre là, le paillage vigne pour remplacer le désherbage de la vigne. Et puis en dernier, bien sûr, le chauffage qui représente encore 20%. On a aussi un petit peu de débouchés sur l'alimentation animale pour les ruminants. Et puis on développe maintenant des produits biosourcés avec la bioconstruction et les biopolymères. Est-ce que la France a été un précurseur aujourd'hui? Il y a d'autres pays d'Europe qui ont connu? Alors le premier, en fait c'est surtout le Royaume-Uni qui a initié cette affaire-là. Et d'ailleurs les premiers rhizomes sont venus du Royaume-Uni en 2005. Mais le Royaume-Uni est resté sur une production dédiée à la chaufferie. Il récolte le Miscanthus en long brin, comme on dit, non pas en paillage court, et il brûle cela dans des chaudières adaptées. Nous avons cette particularité, c'est que nous avons développé le Miscanthus depuis donc une dizaine d'années, et comme je vous l'indiquais, le chauffage devient un débouché mineur, même si effectivement actuellement, du fait de la recherche de biomasse, eh bien ça reprend des couleurs, ce débouché reprend des couleurs. Mais on a initié ces nouveaux débouchés qui sont une particularité de la France dans l'Europe, parce qu'il y a bien sûr il y a d'autres pays producteurs comme la Belgique, l'Allemagne, l'Autriche, la Pologne et voire même la Croatie. Mais écoutez, c'est moi. Merci beaucoup. Oui, la vidéo est de bonne qualité parce que c'est assez Christine. Mais si tu veux, il est là, il me dit je sais pas monter tout seul. Je voyage tout avec j'invite tout le temps des gens, parcours le monde. Pas bouger. Oui, mais c'est pas honnête. Ah bah, non mais tu vois bien, le but c'est pas de savoir bon ou pas bon, c'est de... Là en plus quand ils sont plusieurs, c'est plus... Les jeunes étudiants là, c'était trop drôle. Là, ils étaient trop drôles les jeunes étudiants là. Ouais. Mais c'était pas mauvais. Je sais pas dans quoi ils étaient. Ils étaient en première et deuxième année, je sais pas de quoi. Ils étaient à l'agro? Ah oui, à gauche. Ah, les pauvres à Saclay. Bon, on l'a pas. Alors la part de Chrissy, la part des ménages qui est consacrée à l'alimentation, sachant que il y a 60 ans c'était 35%. Aujourd'hui c'est combien? Mais ça dépend de quelle catégorie socio-professionnelle hein, déjà. Pour tout le monde. Pas en moyenne. Je dirais 40. Et quelle est la part de consommation que l'on a aujourd'hui dans la restauration hors domicile? La cantine, le restaurant, les snacking.
30, 25, 20, 15. 20, allez, 20. Et toi, Pierre? Un mètre de cube de pluie qui tombe sur le territoire national, il y en a une partie qui est prise par les plantes et qui évapore. J'enlève cette partie, c'est-à-dire ce qui va dans la nappe phréatique et ce qui part dans les rivières. Okay. Sur cette partie-là, dans des barrages, pour les centrales nucléaires, pour les usines, pour l'agriculture, pour boire et prendre nos douches, pour nous alimenter, ça représente quel pourcentage de la pluie qui tombe? Sur 1 mètre cube d'eau, voilà. Combien? Le pourcentage. Le pourcentage. Agriculture compris. C'est-à-dire toute la consommation d'eau. Agriculture irriguée, pas les plantes naturelles, l'herbe. En gros, sur l'eau naturelle qu'on a, dont on dispose nappe phréatique, eau de rivière, pluie, sur tout ça, qu'est-ce qu'on prélève pour l'activité humaine, qu'elle soit agricole ou citative? Et qu'on remet dans le milieu après. Allez, on tente des pourcentages. 10% pour le monsieur. Moi je dirais oui. 0,02. Ouais. 0,2%. 0,02 lui dit même. 0,02. 5% monsieur. 100% ici. Non. Combien? 20%. 20%. Bah, c'est d'autres. C'est entre vous deux. Moi j'aurais dit plus. Ah ouais? C'est 2%. Et sur ce qu'on prélève, le refroidissement des centrales nucléaires, ça représente quelle part? 20. Ah. 50%? La moitié de l'eau que l'on prélève, en fait, on la détourne pour refroidir les centrales et puis ça repart dans la rivière ou dans le... Ouais, la moitié. Et l'agriculture, c'est quoi? Quelle part de l'eau que l'on prélève sert à irriguer? Sur ces 2%, toujours? Oui, sur ces 2%. Donc sans ces 2%, on a 50%. Ça fait 30 milliards de mètres cubes. Alors, j'ai un très savant, mais ça je l'ai retrouvé quand on a fabriqué le quiz la semaine dernière. J'ai un copain qui fait de l'irrigation qui m'a donné ça. Non, mais parce qu'on a fait un quiz pour l'académie, mais tout le monde me dit qu'il faudrait en faire quelque chose. Et notamment, si, il y a quelqu'un de la communication, mais il faudrait le donner aux communicants. Alors, un pourcentage, moi j'aurais dit peut-être, allez, si, quand même 30% du coup de ces 2%. Moins que ça? 10%? Non, 10% seulement? 10%. Et les 40% restants, c'est quoi du coup? C'est nos douches? C'est nos douches, nos toilettes. Donc avec l'idée d'utiliser de l'eau de réutilisation pour nos toilettes, hein, parce que c'est de l'eau potable qu'on utilise dans nos toilettes. Ce qu'on boit, ça fait 5%, ça fait 5 milliards. Alors il y a l'industrie, c'est 2,5 milliards. C'est moins que l'agriculture. L'agriculture, c'est 3 milliards. Et quel est l'autre poste? Alors moi, j'avoue que là, personnellement, je n'y aurais jamais pensé. Si vous trouvez... La création de papier, je sais pas. Non, c'est pour l'industrie. Où est-ce qu'on peut utiliser de l'eau ailleurs? Ouais, est-ce qu'on peut utiliser de l'eau ailleurs? Oui, madame. Les piscines? Les piscines municipales? Les piscines, mais je ne sais pas combien ça compte. À mon avis, ça rentre dans l'eau potable. Les golfs. Ouais, non. Le golf, pour arroser des terrains de golf? Non, c'est des canaux fluviaux. Ah. Le canal du Midi, par exemple, il y a des tas d'ouvrages de l'ingénieur Riquet au 19e siècle qui ont été faits de retenue d'eau pour alimenter le canal. Parce qu'on part le point haut du canal, hein, on met de l'eau, puis ça s'écoule des deux côtés, des deux versants, tous les canaux sont comme ça. Donc il faut les alimenter en eau, et ça représente 5% de 5 milliards plutôt. La même chose que ce qu'on utilise pour se laver et pour boire. C'est des entreprises qui utilisent encore des systèmes fluviaux en termes d'énergie, vous voulez dire? Non, mais les péniches. Ah oui, d'accord, les péniches. Les péniches, il y a et puis on essaie d'utiliser de plus en plus le canal Rhin-Rhône, le canal latéral à la Garonne, le canal du Midi. D'accord. Voilà. Et oui, moi, je n'aurais jamais pensé à ça. C'est une part importante. Bon, après, on va vraiment. Oui, résumer. On va résumer. Bah, on va surtout, je pense, est-ce que vous voulez rajouter une dernière chose? Non, moi, sauf vous inviter à venir sur le stand. On peut vous inviter à aller sur le stand de l'Académie. Il y a des courbes, il y a un quiz. Et bon, c'est pas tellement pour vous, mais c'est pour vous aider à. Enfin, c'est pour réfléchir et alimenter la discussion comme on l'a fait là. Donc, je vous invite à venir tout à l'heure, enfin maintenant, là, sur le. On peut applaudir, s'il vous plaît, Jean-Marie Serroni. Merci à lui de cette conférence, cette
poser la question. En fait, je voulais savoir si... Tu fais une vidéo là ou... Chers visiteurs, adoptez la certitude, c'est dire oui au respect de l'environnement. Pensez à trier vos déchets dans les poubelles mises à votre disposition. L'atterrissage en dessous.